Les couilles sur la table, épisode 56. Dans cet entretien, en 2 épisodes, il est question de cinéma et de séries télévisées vues par le prisme du genre. Mon invitée s'appelle Iris Bray. Elle est spécialiste de la représentation du genre et des sexualités à l'écran. Elle est aussi critique de séries et de cinéma et elle enseigne à l'Université de Californie à Paris. Elle vient d'écrire son 2e essai, intitulé « Le regard féminin, une révolution à l'écran », publié aux éditions de l'Olivier, et qui m'a passionnée parce qu'il nous permet de changer notre regard sur les films et les séries que nous sommes très nombreuses et nombreux à aimer. Dans la première partie de cet entretien, on va discuter de ce qu'est le male gaze, c'est-à-dire le regard masculin. À quoi est-ce qu'il correspond concrètement en termes d'esthétique, de choix de mise en scène, de cadrage ? On va se demander à quoi sert le test de Bechdel, où on en est de la parité dans l'industrie cinématographique, et pourquoi aujourd'hui encore, la majorité des films produits sont financés et réalisés par des hommes. Si vous êtes déjà à l'aise avec toutes ces notions, vous pouvez passer directement à la seconde partie de l'entretien, où Iris Bray expose le cœur de sa thèse sur le regard féminin à l'écran. À quoi est-ce qu'on peut le reconnaître ? Qu'est-ce que ça change à notre expérience de spectateur ou de spectatrice ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas d'une censure, mais au contraire d'une chance pour l'art cinématographique ? Mais pour commencer, je lui ai demandé pourquoi, au fond, on se pose tant de questions sur le cinéma. À quoi ça sert de réfléchir aux films en termes de genre ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste se dire qu'on regarde des films sans se prendre la tête pour se faire plaisir ? Vous avez le droit de regarder des films parce que ça vous fait plaisir. Je pense que la notion de plaisir, elle est essentielle quand on regarde des images. Après, il faut comprendre que ça forme un imaginaire, en fait, des films qu'on voit. Donc les images que vous voyez, elles vont avoir un impact sur la manière dont vous voyez le monde, dont vous avez envie de désirer, dans la manière dont vous prenez du plaisir. Donc il faut savoir que c'est pas innocent tout ça, ça va quelque part, ça va dans votre psyché, ça va dans votre corps, ça crée des émotions, ça crée du passé et ça laisse des traces. Des fantasmes, Bien sûr. Des façons de désirer, ça forme un goût aussi, non, entre ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve pas beau, intéressant, pas intéressant. Oui, quand vous allez voir un film, souvent on vous a dit ça c'est un chef-d'œuvre, donc vous allez attendre quelque chose de ce film-là. Dans votre imaginaire, ce film-là va être la base pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre. Et après, il faut se poser la question de qui a décidé que ce film-là était un chef-d'œuvre. Comment est-ce que ça se fait que certains films soient transmis et circulent et soient considérés comme des vraies œuvres et d'autres comme des œuvres mineures ? Qui, en fait, a choisi cette grille-là ? Qui valorise certains films et dénigre d'autres films ? J'aimerais d'abord qu'on commence par un rapide état des lieux du cinéma, tel qu'il est produit aujourd'hui, un état des lieux statistique sur comment est-ce que c'est fabriqué concrètement et par qui en termes de genre. Vous faites partie du collectif 50-50, qui est un jeune collectif de réalisatrices, producteurs, actrices, plein de gens qui travaillent dans le milieu du cinéma et qui se battent pour plus de parité dans ce milieu-là, parce que le cinéma, comme d'autres arts, n'est pas du tout paritaire. Des chiffres et des données, on en a plein et ils racontent tous la même chose, c'est-à-dire que les films que nous voyons encore aujourd'hui, ils sont dans leur grande majorité faits par des hommes, par des réalisateurs hommes, des producteurs hommes, etc. Il y a un chiffre qui est issu d'un rapport du CNC, donc c'est un chiffre fiable, c'est le Centre national du cinéma qui date de 2017, qui montre que 80% des films français sortis en salle en France entre 2011 et 2015 sont réalisés par des hommes. C'est encore pire dans les autres pays européens. Dans les autres pays européens, il y a encore plus d'hommes qui réalisent de films. Et en même temps, quand on regarde dans les écoles de cinéma, quand on regarde dans les salles de cinéma aussi, le cinéma, c'est un loisir et un art et une vocation qui est partagée à égalité entre les hommes et les femmes. À la Fémis, par exemple, qui est la plus grande école de réalisation, depuis 10 ans, il y a 51% de femmes dans les classes de réalisation. Et après, elles disparaissent, ou plutôt, les hommes restent. Oui. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les hommes restent et les femmes disparaissent ? C'est une question hyper vaste. Déjà, on voit que dès les courts-métrages, en fait, on passe déjà à 30-35% de femmes réalisatrices. Et après, le long-métrage, on en perd encore. Donc, c'est vrai que c'est toujours décroissant. Et puis, celles qui arrivent à faire un 2e film, il y en a encore moins. Alors, pourquoi est-ce qu'elles disparaissent ? Déjà, parce qu'on leur fait moins confiance. En fait, on revient à des stéréotypes de genre très basiques, c'est-à-dire qu'on donne moins d'argent à une femme. Ce qui explique aussi pourquoi est-ce que les femmes filment leur chambre. C'est parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour filmer la guerre, par exemple. Donc, tout ça conditionne, en fait, des regards et des récits.
Donc il y a d'abord quels sont les récits qui nous intéressent, qui vont être produits, qui sont les producteurs qui choisissent quels sont les récits qui ont de la valeur. Donc tout ça fait partie en fait d'un système généralisé où souvent tout ce qui est lié au féminin a moins de valeur que le masculin. Et donc, on a du mal à avoir des récits qui parlent vraiment de ce point de vue-là, du point de vue féminin. Donc c'est un problème global, celui de quels sont les récits qui ont de la valeur et pourquoi est-ce que les femmes ont moins de valeur que les hommes et pourquoi est-ce qu'elles sont pas encouragées, pourquoi est-ce qu'elles sont pas soutenues. Et puis je pense qu'il y a aussi peut-être un peu moins d'entraide. En tout cas, c'est en train de changer, je pense, en ce moment. Et on les voit bien d'ailleurs, toutes les scénaristes et toutes les réalisatrices qui sortent de la Fémis, elles sont amies en fait. Elles réfléchissent ensemble, elles s'entraident ensemble. C'est pour ça que toute la nouvelle génération dont on parle, que ce soit Julia Ducournau, que ce soit Céline Sciamma, que ce soit Rebecca Zlotowski, elles arrivent, que ce soit Maria Machoukeli, enfin, même si elles sont pas toutes issues de la même promo, il y a un dialogue quand même qui est en train de se créer. Et ça, c'est très très important parce que je pense que c'est que comme ça qu'on peut contrer ces chiffres, c'est en se parlant, en s'entraidant et en créant un autre réseau en fait. Arrêter de toujours vouloir passer par ce qui a été créé avant par les hommes et essayer de construire autre chose. Ouais. Mais c'est aussi un combat, et là un combat plus global en fait dans la société, de se battre contre le sexisme. Ça aura des répercussions aussi dans tous les arts. C'est-à-dire que si on n'éduque pas les filles pour être inhibées, pour avoir moins confiance en elles et tout, bah peut-être que ça aura des conséquences sur les films qui sont produits en fait après. Oui, tout ça est évidemment lié. C'est-à-dire, ouais. Vous disiez qu'il y a moins d'argent pour les films faits par les femmes. Je cite donc ce chiffre, toujours issu de ce même rapport du CNC, que le budget moyen des films réalisés par des femmes, il est 1,6 fois moins élevé que celui réalisé par des hommes. Et on voit aussi que plus les budgets des films augmentent, moins les femmes sont présentes. Et au-delà des films, au-delà de 20 millions d'euros, il y a plus aucune femme. Mais je me dis concrètement comment ça se passe en fait. C'est les femmes qui font pas des projets qui demandent beaucoup d'argent. C'est que quand elles font des projets qui demandent beaucoup d'argent, on les finance pas. Est-ce que c'est un phénomène d'autocensure? Est-ce que c'est... Je pense qu'évidemment il y a de l'autocensure, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes cinéastes qui ont énormément d'ambition. Je pense que c'est tout un système qui leur dit de se taire et qu'on va pas produire leurs films. Et en plus, les attentes sont d'autant plus grandes quand on est une femme et qu'on fait des films à gros budget. C'est-à-dire que les hommes qui font des films à très gros budget et qui se plantent au box-office, on n'en entend jamais parler. Mais par contre, dès que c'est une femme qui essaye de faire quelque chose qui sort en fait de l'intime, on lui tombe dessus avec 3 fois plus de force. Donc c'est... Vous pensez à un exemple en particulier ? Tous les films en fait, souvent de guerre réalisés par des femmes, le film par exemple d'Eva Husson ou celui de Caroline Fourest, qui sont des films de guerre, on va taper plus fort sur ces films-là, alors que si c'était un homme qui les avait réalisés, je pense qu'il n'y aurait pas du tout les mêmes critiques. Donc après, il y a le fait que certaines femmes essayent de s'emparer de sujets qui sont considérés comme des sujets d'hommes, on les regarde différemment. Oui, mais il y a le contre-exemple de Catherine Bigelow, par exemple. Oui, et d'ailleurs, c'est la seule femme qui a reçu un Oscar. Et il faut se poser la question de pourquoi. Parce qu'elle s'empare du masculin. C'était pour des mineurs, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que moi, ça m'interroge que la seule femme qui ait jamais gagné un Oscar, c'est parce qu'elle parle des hommes, en fait. Et que c'est un film de guerre. Et c'est un film de guerre. Et il n'y a rien qui laisse penser dans le film qu'il a été réalisé par une femme. Voilà. Donc le féminin est totalement effacé dans ce film et c'est très bien, mais c'est pour ça qu'il est récompensé aussi. Dernier mot sur les inégalités en termes financiers. Les inégalités de salaire qui existent dans la société française, elles existent aussi dans le cinéma. On voit qu'en moyenne, une réalisatrice de long métrage, elle a un salaire horaire inférieur de 42% à ceux des réalisateurs. Et entre comédiens et comédiennes, les disparités de salaire existent aussi. Et là, il y a eu une énorme étude qui a été réalisée sur la période 1980-2015 à Hollywood, sur 246 acteurs et actrices. Et la conclusion, c'était que la différence moyenne en termes de salaire, c'était $1 million par film. Voilà. Et aussi, ça n'a pas évolué. C'est-à-dire que cette disparité, elle est la même en 1980 et en 2015. Ça, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Est-ce que vous avez une tentative d'explication? Non, en tout cas, ce qui m'interroge, c'est que même si on peut se réjouir en France qu'on soit à peu près à 20% de femmes réalisatrices, si on regarde les chiffres, on voit qu'il y a une très très faible augmentation. Et même en 2018, apparemment, on retombe à 19%. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut vraiment mettre en valeur, parce que quand on se réjouit que les choses avancent, en fait, elles avancent à un tel rythme que je crois qu'on peut attendre encore plus de 40 ans pour arriver à la parité, si on continue à ce rythme-là en France. C'est tellement lent. Donc il faut des mesures pour moi un peu plus drastiques, il faut avoir des positionnements plus radicaux si on veut vraiment que ça change. Sinon, on restera à ça. Déjà, là, on est justement à un moment où on commence à avoir les chiffres, donc une fois qu'on peut avoir les chiffres, on peut se battre plus facilement, mais il faut aussi qu'il y ait plus de transparence autour des salaires. Pour ça, il faut que les femmes se parlent aussi beaucoup. Ouais, là on retrouve les mêmes problématiques qui existent dans Partout. tous les milieux de travail en fait. Donc et oui, ça va demander certainement des mesures drastiques pour que ça change et des mesures volontaristes en fait sur la transparence des salaires, mais je crois que ça va vers ça aussi, vers le cinéma. C'était quoi le bonus oui, de 50-50. Ouais. C'est si les producteurs et les productrices et les réalisateurs et les réalisatrices acceptent qu'il y ait plus de chefs de poste qui soient tenus par des femmes, eh bien le CNC donne un bonus. Donc c'est de l'incitation, mais ça fonctionne très bien, puisqu'on se rend compte que souvent les chefs de poste, ils sont donnés toujours un peu aux mêmes hommes, et tout ça c'est juste, ça demande en fait de prendre conscience de ces automatismes, de vers qui on se tourne tout de suite pour donner un job qui est considéré comme celui d'un chef. Donc, et là, c'est de se dire, opérateur. Voilà, monteuse. Donc, c'est de se dire, tiens, si c'était une femme à ce poste-là, je vais avoir un peu plus d'argent. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je me pose la question 2 secondes avant de tout de suite donner ce poste à un homme? Et en fait, l'incitation, elle fonctionne assez bien en France. Alors qu'aux États-Unis, c'est une autre mentalité. Mais en France, c'est difficile d'imposer des quotas. Par exemple, on n'est pas dans ce registre-là. Donc il faut inciter les gens, mais l'incitation, elle participe à la conscientisation. Et à partir du moment où on prend conscience de nos réflexes, on peut faire changer beaucoup de choses. Oui, il y a le même phénomène en journalisme, par exemple. On s'est aperçu que dans les rédactions, on a tendance à appeler toujours les mêmes experts parce qu'on sait qu'ils vont répondre et que on les a déjà testés, et puis on sait qu'ils sont là et on pense à eux automatiquement. Et en fait, si on se dit ok, on veut atteindre la parité, on veut interroger autant d'expertes que d'experts, et ben ça force à chercher d'autres noms, à pas toujours appeler les mêmes personnes. Voilà, donc c'est possible. Ok, maintenant qu'on a fait cet état des lieux sur la parité dans le cinéma, ou la parité qui donc n'existe pas dans l'industrie du cinéma, j'aimerais qu'on aborde des questions de narration. Vous avez parlé de récits, de quelles histoires on raconte, comment on les raconte. Et donc, c'est le premier niveau de l'analyse que vous proposez dans l'ouvrage Female Gaze. C'est tout simplement de regarder l'histoire, de réfléchir en termes de scénario, en termes narratifs, en termes sociaux. Il y a un test dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, c'est le test de Bechdel. Donc pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, on va le résumer brièvement. C'est à chaque fois qu'on regarde un film, et on se pose 3 questions. Est-ce qu'il y a 2 personnages féminins qui sont nommés dans le film? Est-ce que ces 2 personnages ont une conversation ensemble? Et si oui, est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme? Et il y a un site qui est Polygraphe, qui a passé au crible plus de 4000 films. Et la conclusion, c'est que y a 40% des films qui ne passent pas ce test. C'est-à-dire qu'il y a 40% des films où tu n'as pas 2 personnages féminins nommés qui parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Pourquoi c'est intéressant ce test-là? Et pourquoi ça ne suffit pas aussi? C'est intéressant parce que ça nous montre à quel point les femmes sont toujours réduites au silence. Et d'ailleurs, il y a une journaliste, Brigitte Baronnet, qui travaille chez Allociné, qui a fait passer le test pour les Césars, par exemple. Les Misérables ne passent pas le test. Le film de Polanski ne passe pas le test. Le film de Bedos ne passe pas le test. Il n'y a que le film de Sciamma qui passe le test. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, on est entouré de films qui, tout simplement, ne donnent même pas la parole aux femmes et réduisent toujours les femmes au scénario, en tout cas à parler d'hommes. Et une fois qu'on prend conscience de ça, c'est déjà vertigineux à quel point ce test fonctionne pour révéler que les personnages féminins sont toujours réduits. Donc pourquoi c'est important? Déjà
pour prendre conscience de ça. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que ce que j'essaye de faire dans mon ouvrage, c'est d'essayer de parler de mise en scène. Donc on aille au-delà de la narration et qu'on réfléchisse oui, alors se poser la question de est-ce qu'il y a des corps féminins, c'est la base, mais aussi de se poser la question de comment est-ce qu'ils vont être filmés. On va y venir, mais juste pour continuer sur ce premier niveau d'analyse qui là est accessible à toutes et à tous. Oui. Quand on va au cinéma, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes connaissances en termes de cadrage, de mise en scène et tout. C'est une question super basique, mais qui est efficace, vraiment efficace et importante pour se rendre compte de à quel point les films qu'on regarde, les films qu'on est habitué à voir, les histoires qu'on est habitué à nous voir raconter sont des histoires qui concernent des hommes en fait d'abord. Oui. Et ça c'est vrai que j'ai l'impression qu'avant de se poser que ce test-là il permet de vraiment le mettre en valeur. Dans la même lignée d'ailleurs j'ai découvert d'autres tests de narration, d'autres grilles de lecture, par exemple le Rise test. Vous avez entendu parler de celui-là? Voilà, c'est une analyse des personnages musulmans, de se dire voilà, est-ce qu'il y a des personnages qui sont identifiés comme musulmans dans ce film? Et si oui, est-ce qu'ils sont présentés comme étant des terroristes? Est-ce qu'ils sont présentés comme étant en colère de façon complètement irrationnelle, ou alors superstitieux ou anti-moderne? Et si le personnage est masculin, est-ce qu'il est présenté comme misogyne? Si le personnage est féminin, est-ce qu'elle est présentée comme étant soumise? Et en fait, la plupart des films qui représentent des personnages musulmans les représentent comme ça, en réalité. Oui, c'est-à-dire que c'est des tests qui sont importants pour comprendre les stéréotypes, que ce soit les stéréotypes raciaux et les stéréotypes de genre. Après, c'est pour faire un état des lieux. Après, en fait, ça ne parle pas non plus de cinéma, ces tests-là. Oui, parce qu'on peut les appliquer à la littérature. À tout. À la BD, à d'autres arts. Donc voilà, ils sont utiles en fait pour une prise de conscience, mais c'est pas suffisant pour pouvoir parler d'image. Et justement, c'est là que l'essai, que moi j'ai été vraiment éblouie par cet essai, enfin pas éblouie parce que visuellement c'est pas juste, mais c'est là que j'ai vraiment été, je trouve que votre essai est très puissant parce que ça nous apprend à regarder autrement les films, puisque vous posez vraiment des questions d'esthétique, des questions de fabrication très concrètes en fait des images, c'est-à-dire comment les images sont construites. Et donc, pour faire ça, vous mobilisez un concept qui existe depuis les années 70, qui est le concept de male gaze. Alors, on en a parlé plusieurs fois dans l'épisode, mais on n'a jamais pris le temps de creuser ce qu'était véritablement le male gaze. Donc, je propose que vous nous fassiez un petit cours là-dessus, que vous nous expliquiez une bonne fois pour toutes qu'est-ce que c'est le male gaze, qu'est-ce que ça signifie d'abord. C'est un terme anglais. Oui. Donc male, masculin, gaze, regard, enfin en tout cas c'est traduit comme regard masculin. C'est un concept qui est théorisé par Laura Mulvey en 1975. C'est un article assez court en fait dans la revue Screen qui a été traduit en France en 2018. Donc c'est pour vous dire aussi qu'on a un petit peu de retard pour avoir accès aux mots, même si cette traduction pirate existait. Alors qu'est-ce que c'est que le male gaze? Laura Mulvey explique que les spectateurs et les spectatrices s'identifient au regard de la caméra et que le regard de la caméra est le relais en fait du regard du héros masculin qui lui prend du plaisir en regardant les femmes comme des objets. Et que du coup, il y a une triangulation qui s'opère au niveau du regard entre nous, spectateurs, la caméra, réalisateur et le héros, et qu'on apprend collectivement à prendre du plaisir à travers l'objectification des corps et du corps féminin. Donc Laura Mulvey, elle utilise la psychanalyse comme cadre théorique pour parler de ça. Elle utilise aussi le terme de scopophilie qui est... Qu'est-ce que c'est la scopophilie? C'est Freud en fait qui utilise ce mot-là pour parler très simplement du plaisir du voyeur. C'est-à-dire que dans la plupart des films que vous voyez, on signifie qu'on prend du plaisir quand quelqu'un regarde à travers le trou de la serrure, par exemple, ou se cache pour regarder. Ça, c'est toute une grammaire érotique qui existe de regarder quelqu'un à son insu et que cette personne ne sait pas qu'elle est regardée. Et c'est comme ça qu'on apprend à éprouver du plaisir. Donc il y a la scopophilie, le plaisir voyeuriste, et puis il y a aussi le regard qui objectifie le corps féminin, et ça passe par une
une grammaire cinématographique qui, par exemple, est le gros plan sur les seins ou un panorama qui va de haut en bas comme si on déshabillait, donc c'est la caméra regard. qui déshabille du regard, en fait. Voilà. Donc, un exemple très clair de ça, c'est James Bond et Halle Berry qui sort de l'eau. Donc, comment est-ce que James Bond regarde Halle Berry ? Déjà, il utilise ses jumelles. Donc, on voit ce corps de femme qui sort de l'eau à travers les jumelles. Donc là, on est dans la scopophilie puisqu'elle ne sait pas qu'elle est regardée en sortant de l'eau. Et nous, on prend du plaisir à savoir qu'elle ne sait pas qu'elle l'est regardée. Et après, la caméra, quand elle se rapproche de James Bond, qui est donc sur la plage, fait vraiment, va de haut en bas pour détailler son bikini et nous montrer donc ses chevilles, ses mollets, voilà, jusqu'en haut. Jusqu'en haut, jusqu'à son sexe, ses seins, jusqu'en haut, jusqu'à son visage. Et donc ça, c'est des gestes de cinéastes qui nous indiquent qu'on doit prendre du plaisir à regarder ce corps-là. Mais comment est-ce que il aurait pu filmer autrement, cette sortie de l'eau ? Déjà, on aurait pu être de son point de vue. Du point de vue de Halle Berry ? Oui, déjà, on aurait pu être avec elle et ressentir qu'est-ce que c'est que d'être dans la fraîcheur des vagues, le plaisir qu'elle prend, à être dans l'eau. On aurait pu être dans son corps à elle. Et là, on est dans le regard de James Bond. On est toujours dans le regard de James Bond. Alors, comment est-ce que James Bond peut prendre du plaisir à regarder Halle Berry différemment ? Déjà, on pourrait attendre qu'ils commencent à se parler ou qu'ils se regardent à égalité ou qu'il y ait un échange. Et non pas déjà être dans la domination, puisque en fait, en la regardant sans qu'elle sache qu'elle est regardée, c'est ça qui se produit, c'est qu'il la domine, puisqu'elle ne sait pas. Qu'elle est regardée. Est-ce que c'est aussi une question de hauteur de caméra ? Oui. C'est-à-dire qu'on filme toujours les femmes allongées sur le lit. Allongées sur le lit. Ouais. Oui, avec un regard qui les domine. Oui, c'est-à-dire que le regard qui les surplombe, c'est aussi pour les enfermer. C'est-à-dire que le regard qui surplombe, il peut exister que si le corps n'est pas en mouvement. Donc il faut que le corps soit immobile ou immobilisé pour avoir ce genre de plan. Et ça raconte quelque chose, en fait, ça raconte un enfermement. Donc, souvent, voilà, si un corps bouge, même dans des scènes de sexe, si les corps bougent, la caméra va bouger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup dans les films de Jane Campion ou de Andrea Arnold, c'est que la caméra est une caméra à l'épaule pendant les scènes de sexe parce que les personnes, hommes et femmes, parce que c'est des rapports hétérosexuels, sont tout le temps en train de bouger pendant qu'ils font l'amour. Il n'y a pas une femme passive qui attend allongée. C'est des corps qui se rencontrent. À égalité. À égalité. Mais ça, et le male gaze, par contre, la façon de filmer des scènes de sexe avec le male gaze, c'est quoi, un plan fixe C'est souvent des plans fixes. Et alors au niveau de la narration, c'est souvent que le rapport sexuel, donc qui est un rapport hétérosexuel, s'arrête au moment où l'homme jouit. Donc on voit jamais d'orgasme féminin. Ça ne signifie voilà, la fin de rapport est signifiée par l'orgasme masculin. Et puis au niveau de la caméra, ça va être soit des plans sur les seins, les plans sur les fesses, des plans de la femme. De la femme, bien sûr. Bien sûr, le corps des hommes est rarement érotisé dans ces moments-là. Donc oui, et puis ça va être dans le regard de l'homme ou assez près du corps féminin. Est-ce que, comme autre processus autre technique en fait de male gaze, donc là on essaie d'apprendre à le reconnaître, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique ? Est-ce que ça a aussi à voir avec le type de corps qui est représenté ? Le male gaze, ou pas du tout ? Si, bien sûr, c'est-à-dire que ces gros plans, ce morcellement, la fétichisation de certains corps, c'est toujours des corps normés. Et c'est là en fait où Lena Dunham, en faisant Girls, elle produit quelque chose, et même dans son film précédent, Tiny Furniture, elle fait quelque chose parce qu'en fait, quand on filme un corps qui n'est pas considéré comme étant dans la norme de beauté de cette manière, ça dérange. Oui, alors, donc pour rappeler peut-être que les auditoristes n'ont jamais vu Lena Dunham, Lena Dunham, elle a un corps, elle est un peu grassouillette, et puis elle n'est pas considérée comme étant un canon de beauté. Et c'est vrai que moi, je me souviens du choc total que ça a été pour moi de voir Tiny Furniture, qui était le premier film qu'elle a fait avec pas beaucoup de budget, où elle joue dedans, c'est elle qui le réalise, et elle déambule en culotte, avec ses bourrelets et de la cellulite sur les fesses. Et alors, il n'est pas du tout question pour elle d'apparaître comme désirable, mais c'est pas non plus... En fait, ça paraît normal.
Et moi, je n'avais jamais vu, jamais, de corps comme ça à l'écran. Jamais. Ouais. De corps qui ressemblait au mien, en fait. Et c'est là où elle va... Je me souviens d'être extrêmement émue, en fait, de ça. Bah, c'est très émouvant quand on se reconnaît déjà dans des images. Et là où elle va plus loin dans Girls, c'est qu'elle dit que ce corps-là, c'est un corps désirable et désirant. Et il y a un épisode où elle fait l'amour avec un homme qui, lui, est considéré comme étant bombesque. Et tout le monde s'est offusqué en disant « Mais jamais un mec comme ça coucherait avec une fille pareille ». Et c'est là, en fait, où elle travaille notre imaginaire et où elle ouvre des possibilités. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Donc ça nous interroge. Pourquoi il y a eu tellement de réactions de dégoût par rapport à son corps et de violence par rapport à cette série, que ça nous dit qu'on n'est pas assez habitué à pouvoir se dire que ce corps-là aussi, il a le droit d'être désiré et désirable. Bien sûr. Donc moi, je trouve ça extrêmement subversif. Et là où la forme sérielle est intéressante, c'est que moi aussi, au début, je me rends compte que j'étais surprise de ce corps-là et que j'ai mis du temps à le désirer, ce corps-là, et à le voir comme étant un corps désirant et désirable. Et dans la dernière saison, à un moment, elle se fait bronzer et elle décide de vouloir enlever son bas de maillot. Et donc, on voit son sexe, on voit le sexe de donc Lena Dunham, qui est la showrunneuse, mais qui est aussi l'actrice principale de la série, il faut le rappeler. Et j'ai trouvé que c'était d'une poésie folle, en fait, parce que je voyais son sexe et j'arrivais pas à l'objectifier. Je la voyais comme sujet, parce qu'elle m'avait accompagnée pendant des années et que tout d'un coup, je la trouvais belle. Et ça aussi, c'est émouvant, en fait. Oui, de sentir son propre regard changer, évoluer sur quelqu'un. Ouais, que c'est possible. Dégueulasse, et en fait, je la trouve belle maintenant. Je la trouve très belle. Ouais. Et qu'elle a réussi à faire ça. Du coup, elle a réussi son coup. Et effectivement, je n'imagine pas. Enfin, ça me paraît impossible, en fait, qu'un homme ait réalisé cette série, en fait, et eu l'idée de la choisir elle, avec le corps qu'elle a, qui est un corps très normal, en fait, très commun, très banal, mais qui ne correspond pas du tout aux critères esthétiques en vigueur, parce qu'en fait, on a aussi... Est-ce que le male gaze, c'est aussi de décider de ne prendre que des actrices avec un corps jugé beau dans les normes du patriarcat ? Ça pose une autre question, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui décident du casting ? Et je pense que parfois ça tient pas que aux réalisateurs et aux réalisatrices. Là, on est face à une industrie qui génère beaucoup d'argent et qui décide aussi. L'industrie de la beauté, elle est aussi liée à l'industrie du cinéma. Quand on voit que maintenant ce sont les comédiennes qui font toutes les pubs pour les parfums, pour les produits de beauté, etc. Je veux dire, tout ça est forcément lié. Après, Lena Dunham, parce que c'est pas elle qui réalise tous les épisodes, mais c'est elle en tout cas qui est showrunneuse, donc qui a écrit et créé cet univers-là. Et il faut saluer le fait qu'une chaîne comme HBO, parce qu'elle était très jeune à l'époque quand elle commence, je crois qu'elle a 24 ans, ouais. Donc disent à une femme de 24 ans, tu sais quoi, on va te donner de l'argent pour que tu racontes ton histoire de ton point de vue. Et ça, c'est ce qui nous manque en France aujourd'hui. Ce que vous avez dit, ce qui est très fort aussi dans ce concept de male gaze, c'est en fait ce qu'on comprend, c'est qu'on est nous forcés comme spectateurs ou spectatrices à adopter un point de vue qui est présenté comme neutre et universel et normal, mais en fait qui a un point de vue masculin. Oui. C'est-à-dire que nous, comme femmes, on a été habitués par tous les films qu'on a regardés à s'identifier au héros. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça ? Ça a beaucoup de conséquences. Déjà, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de récits dans lesquels on ne se voit pas, donc on ne se reconnaît pas, donc on se sent un peu seul, ou alors on décide de s'identifier au héros, et ça peut créer beaucoup de confusion. Par exemple, moi je m'interroge beaucoup sur la pornographie, qui est à 99%, on est tout le temps dans le regard masculin, qui regarde des femmes comme objets. Donc ça veut dire que si on regarde des films pornographiques gratuits, j'entends... sur Internet, qu'est-ce que ça produit en fait dans l'imaginaire des femmes d'être associées au regard masculin de tous ces films-là ? Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à désirer autrement qu'en dominant ? C'est des qu'en questions... étant dominée, du coup. Oui, mais moi je pense que quand on est une femme et qu'on regarde de la pornographie, on ne s'identifie pas à la femme dans le film. On s'identifie à l'homme qui prend la femme. Donc ça génère beaucoup de questionnements sur comment est-ce qu'on peut se raconter en tant que femme quand on n'a pas de récit de notre point de vue.
Et ça raconte aussi comment est-ce que la domination, on l'apprend par les images. Et aussi le mépris qu'on va avoir pour nos propres corps. Pour nos propres corps, ouais. Et donc ce regard-là, il nous semble tellement banal, tellement normal, ce male gaze. Je me demande si pour les réalisateurs et réalisatrices qui font les films, est-ce qu'ils ont conscience de produire des images du male gaze ? Est-ce qu'ils y réfléchissent ? Alors, ouais, est-ce qu'ils se disent juste, par exemple, je me dis dans le cadre de James Bond, enfin il faudrait leur poser la question, mais ils se disent, bah voilà, c'est ça qui est beau, c'est comme ça que j'ai envie de construire mon image. C'est la meilleure manière de montrer Alberi qui sort de l'eau. Alors le male gaze, ça découle d'un inconscient patriarcal. Donc souvent, ce geste artistique-là, il reproduit des codes qui n'ont pas été démantelés. Donc je pense que la plupart des cinéastes qui reproduisent du male gaze le font de manière quasiment innée parce qu'ils ont une cinéphilie qui est faite que de films comme ça. Et ceux qui prennent conscience de ça, souvent le déconstruisent et du coup filment autrement, je pense. Et ou alors s'ils décident de continuer à filmer à travers le male gaze, c'est totalement possible et ça raconte une autre histoire politique et intime. Il y a une série de Greg Araki qui s'appelle Now Apocalypse où il décide de filmer à travers le male gaze mais tous les personnages, hommes et femmes. Et ça a produit quelque chose parce que quand les hommes sont aussi filmés comme ça produit quelque chose d'assez intéressant. Mais la plupart des films qui utilisent le male gaze ne vont pas objectifier les hommes. C'est que les corps féminins qui le sont. Et ça, par exemple, c'est le cas dans les films de Keshish, dans Mektoub My Love. Vous allez voir que ce ne sont que les femmes qui sont filmées comme des gros culs. C'est comme ça qu'il en parle. Et les hommes, non. Eux vont être filmés. Donc, dans la mise en scène, on va voir que c'est pas la même chose. Le héros Amin ne va jamais être filmé en gros plan sur son sexe ou sur ses fesses ou sur ses pectoraux ou ce qui est considéré dans un imaginaire comme étant érotique. Par contre, les femmes, oui. Et en fait, c'est cette asymétrie dans la manière de regarder qui produit un contenu. Et ce contenu, il raconte que les femmes, elles sont pas montrées de la même manière parce qu'elles n'ont pas la même valeur que les hommes. Elles sont là pour être regardées. Voilà. Là où les hommes sont là pour agir. Oui. Donc c'est vraiment une partition entre un masculin actif et puis un féminin passif qui doit être pris. Donc là, ok, je crois qu'on a compris ce que c'était que le male gaze et comment ça infuse dans toutes nos représentations, dans la plupart des images qu'on voit en fait. Ça a tellement infusé, ça fait tellement partie de nous que quand on crée des images, c'est ça qu'on reconnaît comme beau en fait. On se dit tiens, c'est ça la bonne image. Non, dans le choix du cadrage, dans le choix des valeurs de plan, dans la hauteur à laquelle on filme, etc. On se dit c'est comme ça qu'il faut filmer. Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le beau ? C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une femme belle ? On l'apprend. C'est-à-dire c'est culturel en fait, évidemment ce qu'on apprécie. Et le cinéma participe à créer une culture visuelle. Donc notre culture visuelle nous apprend à travers la mise en scène quand est-ce qu'un personnage féminin est considéré comme étant beau. C'est-à-dire que la fille, la meilleure amie, un peu moche dans le film, n'est pas filmée de la même manière que l'héroïne qui va trouver le prince charmant. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'au sein même d'un film, quand il y a plusieurs personnages féminins, ils ne vont pas tous être filmés de la même façon et ça va vous indiquer, à vous, spectateurs, spectatrices, quel est le personnage féminin qui a le plus de valeur. Voilà, c'est celle qui va être considérée comme étant belle et filmée comme étant belle. Évidemment, on pourrait se dire, bon, une des solutions basiques à ça, déjà, un truc qui changerait, c'est si les hommes étaient filmés avec du male gaze aussi. C'est-à-dire, si on objectifiait les hommes comme les femmes. Bon, c'est ce que donc Greg Araki fait dans sa série. Oui. Vous, c'est ce que vous appelez le male gaze queer. Oui, okay. Alors, il faut juste préciser parce que c'est-à-dire que le male gaze queer, c'est déjà des œuvres qui réfléchissent en fait au pouvoir. Et comment est-ce que les enjeux de pouvoir se retrouvent dans les enjeux souvent de scènes de sexe. Mais par exemple, il y a des
Tarantino, dans son dernier film, à un moment, il y a un plan sur Brad Pitt torse nu sur son toit. Ça reste du male gaze parce qu'on regarde Brad Pitt en l'objectifiant et on prend du plaisir à voir Brad Pitt comme ça. Donc la question, c'est pas tant d'arrêter de prendre du plaisir en objectifiant, c'est de réaliser qu'il y a d'autres manières de prendre du plaisir. Ouais. Que d'objectifier. Oui. Il y a d'autres façons de prendre du plaisir au cinéma que par la scopophilie. Exactement. Et c'est tout l'enjeu du female gaze. Ouais. Une fois qu'on s'est dit, ok, ça c'est une façon de faire du cinéma et c'est pas une condamnation morale, c'est pas forcément mal de faire ça. Non. Ce qui est bizarre et paresseux, c'est de ne pas en prendre conscience et c'est de toujours fabriquer les images de la même façon. Exactement. Et vous vous êtes demandé comment est-ce qu'on peut produire du female gaze et même qu'est-ce que c'est le female gaze en termes de cinéma, en termes esthétiques. Donc on a compris que c'était pas l'inverse du male gaze, c'est-à-dire c'est pas le female gaze, ça consiste pas à objectifier les hommes, par exemple. C'est complètement autre chose. Oui. Alors qu'est-ce que le female gaze et à quoi est-ce qu'on peut le reconnaître ? C'est de cela dont on discute dans la seconde partie de cet entretien. Bonne écoute. La plupart des films qui génèrent du female gaze nous traitent, nous, spectateurs, spectatrices, à égalité. C'est-à-dire que le réalisateur ou la réalisatrice s'adresse à nous.